Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur Alien Romulus, un film sorti en 2024 de Fede Alvarez avec une bande d'acteurs jeunes, Calice Payne, David Johnson, Archie Renault, Isabella Merced et Spike Fearn. C'est un film qui a coûté 80 millions à peu près d'après Variety je crois. Il en a rapporté pour l'instant 120 dans le monde, mais ça grimpe. C'est un film qui dure 1h59 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h59 ? Eh bien ce sont des jeunes dans un monde très hostile, le monde du travail, qui décident de s'en échapper en utilisant un vaisseau pour récupérer du matériel dans une ancienne station. Mais cette station recèle bien des secrets, ha ha ha. Eh bien oui, un nouveau film Alien. Alors pour le petit souvenir de ceux qui sont là depuis le début, j'avais fait une vidéo de Prometheus à sa sortie, j'avais fait une vidéo de Alien Covenant à sa sortie. Alien Covenant devait être d'ailleurs le premier d'une série de films, et après les mauvaises réactions, ça a un peu coupé l'herbe sous le pied du père Ridley, et l'acquisition de la Fox a fini de couper la chaîne avec Scott. Il était question à un moment qu'il fasse un truc sur Merlin pour Disney, pour lui donner un peu de mou pour faire ses projets au sein de la compagnie Disney, mais au final, il n'y a pas eu grand-chose d'enclenché. Il y a eu le développement actuel, je crois qu'il arrive l'année prochaine, d'une série télé Alien. On se demande à quoi ça va ressembler. Mais bon, tout ça, c'était en 2022. Et le film, il est là. Voilà, il s'enclenche. Alors, à quoi ça ressemble, le film ? Eh bien, ça ressemble plus à un petit film. Il était d'ailleurs question au départ simplement de le balancer sur les ondes. Mais il y a eu une grosse couverture médiatique. Bon, ça sert à rien, vous savez, de considérer ce qui a été vendu en campagne promo du film. Parce qu'au moment où on va s'en échapper, tout cela va tomber un petit peu en lambeaux. De même que savoir exactement ce que c'est comme catégorie de film. Vous savez, les legacy sequels, les reboots, crossover de je sais trop quoi. Bon, tout ça, c'est des termes de marketing pour faire vendre, pour faire jaser, mais en fait, tout ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'impression qu'on a quand on sort du film. Pour moi, c'était une bonne impression, mais c'était une impression, inoffensive. Voilà, il n'y a pas tout d'un coup quelque chose qui questionne plus qu'autre chose, et il n'y a pas tout d'un coup une séquence qui se démarque plus qu'une autre. Et ça, c'est un regret, mais c'est un regret, mineur, je devrais dire. Ça n'a pas empiété mon visionnage. Il y a d'autres choses qui ont empiété mon visionnage, j'y reviendrai évidemment. Je ne vais pas faire un gros retour, ce sera un peu décousu, c'est toujours les problèmes avec les films qui viennent de sortir. C'est toujours un peu compliqué de faire un retour pertinent rapidement sur un film qui vient de sortir. Mais pour cela, vous avez eu déjà quelques éléments dans des papiers comme celui de Stéphane Michel. Salut Stéphane, je sais que tu regarderas la vidéo. Dans On se fait un ciné.com, il a fait un plutôt bon papier, mais il y a eu aussi des choses en vidéo. Je trouvais que la synthèse que faisait Merej sur le film, j'étais plutôt d'accord. Et le live de Demoiselle d'horreur sur Twitch qui était consacré à Alien Romulus, donc un live qui a duré à peu près 2 heures, dans lequel il y avait pas mal d'éléments intéressants. Elle revenait sur pas mal de choses dans le film. Je vous dis évidemment, on va parler du film dans toutes ses strates, donc je vous invite à le voir avant de continuer. C'est un film qui serait entre Alien et Aliens, 20 ans après le premier film. Au-delà de se situer à l'intérieur de l'histoire que peint la saga Alien, eh bien c'est une construction du récit qui ressemble à la lenteur de la construction de la peur du premier film, avec l'assaut sur les sens avec le deuxième film. Donc on est sur un film déjà hybride, si on peut parler d'hybridation dans les films aliens évidemment. C'est un engrenage scénaristique qu'il faisait déjà dans Don't Breathe, mais qui là n'est pas perdu. Je trouvais que la fin de Don't Breathe, c'était clairement quelque chose qui était bâclé. Ici, ce n'est pas le cas. Le rythme est mieux géré dans son introduction et dans sa conclusion. L'introduction, c'est le vol dans un complexe de Weyland pour récupérer du matériel, pour pouvoir passer du temps en hibernation pendant un long voyage vers une planète qui est
pour eux, pour ces jeunes, la liberté. Et curieusement, cette approche de liberté et de contrainte, c'est-à-dire de frôler la mort pour s'extirper de sa condition ou s'extirper du milieu initial au récit, c'est quelque chose que nous avons déjà dans Don't Breathe. C'est Don't Breathe dans l'espace, en fait, Alien Romulus. Donc déjà une redite, il a fait très peu de films, le Fede Alvarez, et déjà on a des gimmicks, des intérêts de scénario qui se retrouvent d'un film à un autre, voilà. Ça c'est quelque chose qui est propre à Fede Alvarez, mais ce qui va être une constante, la variante c'est Fede Alvarez, la constante c'est l'univers Alien, et en cela, le film Alien Romulus est cerné par les références des différents épisodes d'Alien. On parle même de fan-film à ce niveau-là. Est-ce que ce n'est pas peut-être un peu exagéré ? Il s'agit avant tout de revenir à ce qui faisait la puissance du premier film, c'est son projet. Son projet était de retirer son ego de l'équation, alors que c'est peut-être ce qu'on aurait voulu voir. C'est d'avoir l'impression d'un réalisateur sur cette saga. De l'aveu indirect du réalisateur sur Combini, il fait le film en réaction à un trop-plein d'images d'Alien. En réaction à quelque chose, on est censé faire quelque chose de différent. Donc prendre des codes et tordre la formule. Ici, je ne suis pas convaincu du projet. C'est-à-dire que c'est un sang de la saga qui est renouvelé par celui des anciens, comme si, puisqu'on parle de Remus Romulus, comme si Alvarez têtait les seins des films précédents pour être plus fort dans l'esprit du public. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le Romulus, la référence à Romulus peut se retrouver dans l'impression même de la saga Alien vis-à-vis d'Alvarez. Alvarez et Remus ou Romulus et tête les pis qui sont les différents films Alien. Donc la saga Alien serait la louve, les films les moyens de subsistance pour les réalisateurs suivants qui viennent s'agenouiller devant la saga Alien. Vous voyez, vous voyez à quel niveau on peut rentrer, parce que comme ça, on se dit, oui, mais bon, le fan service, c'est juste pour nous, et puis voilà. Mais si vous essayez de faire, dialoguer en fait cette idée de fan service et de référence un peu plus profondément dans le film, et comment en fait tout ça se déploie, qui plus est, vis-à-vis d'un réalisateur qui passe son temps à revitaliser des franchises, et à, en tout cas s'accaparer des franchises. C'est en cela que Don't Breathe, c'était intéressant que je le fasse sur la chaîne, parce que c'est son film à lui. C'est un film en réaction à Evil Dead. Donc on est encore une fois toujours sur quelqu'un qui fait quelque chose en réaction, mais pas quelque chose qui lui est encore propre. Donc il faut encore un peu de temps pour lui. Donc là on est encore sur un réalisateur qui se cherche. Et c'est intéressant de voir comment lui, dans l'univers Alien, il va se dépatouiller. Il intègre beaucoup de clins d'œil. Je dirais pas que ça ressemble à un best-of, qui plus est quand on n'a pas les références en tête, quand on regarde le film. Mais c'est vrai qu'il y a une saturation d'amoncellement de références, et qui sont de différentes natures. Revenir à l'idée d'essence de film, avec la première scène, en silence, donc ça c'est l'essence du premier film, des premiers instants du film. Donc on se cale sur l'essence. On se cale aussi sur des répliques, qui est peut-être la chose la plus facile. Ne la touche pas, sale pute, évidemment, au moment où le film a sa personnalité. Et ça, c'est dommage, hein, que la scène dans l'ascenseur, avec l'élévateur, c'est plutôt stylé, c'est plutôt palpitant. Et c'est dommage que ça tombe à plat avec cette réplique-là. Ou encore, je ne crois pas dans vos chances de survie, mais vous avez ma sympathie. Un truc comme ça, donné par H dans le premier film. Ou encore des postures de personnages, avec l'alien, ou le plan où on a X qui montre le flingue à Ripley. On a un équivalent dans le film. Ou encore dans Aliens, avec l'héroïne et le flingue, comme ça, qui sort avec la fumée, tout ça. On a des rappels. Mais par rapport à avant, c'est là qu'il y a une petite différence, c'est qu'il doit jongler entre le cinéphile qui a tout vu et qui reste sceptique, et l'enfant ou le spectateur qui n'a rien vu. Parce qu'on parle là d'une génération qui n'a pas découvert encore ces films-là. En principe, on est quand même censé se dire « Oh, j'ai la ref, c'est bien !» Mais l'idée d'avoir la ref, de considérer que le film est bien parce qu'il a assimilé les films précédents, c'est peut-être pas la bonne chose. Ce n'est peut-être pas la réponse que nous attendons d'un réalisateur vis-à-vis d'une saga aussi longue. Non, on veut des nouvelles choses.
Mais à la place, on a des choses artificielles, des nouvelles choses artificielles. La détection de la chaleur par le facehugger, par exemple. Oh là là, première nouvelle, incroyable, mais on s'en fout en fait. C'est sympa, mais ce n'est pas un grand concept. La reine dans Aliens est un grand concept. Chacun dira qu'elle aura fait plus de mal ou non à la saga et à la créature. Ça, c'est à l'appréciation de chacun, mais c'est un grand concept. Où l'idée que l'alien, varie en fonction de l'hôte. Ça, c'est intéressant aussi. À titre personnel, je ne suis pas trop bloqué par les références parce que je n'adule pas la saga Alien. Pas d'adulation, donc pas de mémoire de tout, et donc moins d'attache, moins de violence critique aussi sur les références qui popent un peu partout dans le film. La question des références, je pense que pour venir être déçu parce qu'on voit toutes les références, il faut avoir eu beaucoup de temps pour revoir les films. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas le temps, qui n'y pensent pas, qui ne l'ont pas vu, ou qui ne l'ont pas vu en anglais, pour avoir les phrases exactes en anglais. Donc tout cela, ce n'est pas très important, ça ne devrait pas avoir trop de poids quand vous faites la réception des films. Encore une fois, oui, quelqu'un qui a vu les films 500 millions de fois, oui, mais là on est sur des cas extrêmes. Il y a beaucoup de gens qui ne se souviendront pas des répliques, ou pas exactement, ou qui n'auront pas les références de plan. Enfin là, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement précis. Ce n'est pas quelque chose de si général que ça. On parle aussi d'un film gentillet dans le cadre d'Alien. Mais on parle de quoi là en fait ? Moins gore, moins violent ? Bon, il ne faut pas exagérer. Par contre, il n'y a pas de scène horrifique, vraiment terrible. Non, là ce n'est pas le cas dans le Alien Romulus. La césarienne dans Prometheus, ça, c'était horrible. Ce n'est en aucun cas, dans le cadre d'Alien Romulus, du torture porn. Bon, souvent un mot qui est un peu balancé pour évoquer les scènes où il y a beaucoup de sang, mais sans avoir vraiment de poids. Hein, c'est, comme je l'ai lu d'ailleurs dans certaines critiques, on y est très loin du torture porn. Hein. Ce n'est absolument pas, c'est même surprenamment plutôt convenable. Il n'y a pas quelque chose qui repousse réellement. Et qui plus est, quand on apprécie plutôt les humains comme Alvarez par rapport à Scott, qui épouse une misanthropie, ce n'est pas le cas d'Alvarez, donc là il ne suit pas Scott sur ce terrain-là. Et quand on l'entend en interview, eh bien, je pense que c'est une génération qui sait très bien ce qui se passe à Hollywood, qui a de la chance de s'essayer à des sagas pareilles et qui est droit dans ses bottes. Malheureusement, pourrait-on dire, dans le film Alien, eh bien, on souhaiterait quelque chose de moins serein, quelque chose de plus, un film qui apporte plus. Parce que bon, Alien 3, Alien 4, ils sont très sympas, hein, mais ils n'apportent pas grand-chose. Encore une fois, le deuxième apporte beaucoup, plusieurs éléments d'ailleurs. Je parlais de la reine, mais il y a aussi un certain arsenal et des bruits également. Hein, le bruit du détecteur de mouvement, ça c'est quelque chose qui est très fort, hein, qui était déjà un peu en prototype dans le premier Alien, mais dans le deuxième, il y a eu vraiment quelque chose qui a été créé. Donc il s'agit pour Alvarez de perpétrer un héritage, de ne pas être dans la redite, mais en même temps, il y a quelque chose de remise à plat. On est d'accord qu'il y a dans le film un alignement d'éléments pour faire plaisir aux gens. Bon, ceci dit, on va voir aussi ce qui se passe dans celui-là et ce qu'on peut en retirer. Peut-être pas tout de suite, hein, quand le film sort, on a encore l'adrénaline, le plaisir ou la colère d'avoir vu certains éléments dans le film, mais après tout ça va se poser. Souvent, certaines interviews post-film, post-exploitation vont apparaître. Il va y avoir aussi des making-of, donc on va pouvoir avoir une meilleure vision du film de façon générale. Ce qu'on peut déjà dire, rapidement, c'est que c'est un film qui se place dans la continuité des travaux de Fede Alvarez, avec la manipulation du corps, la manipulation génétique dans Don't Breathe, la manipulation et la mutation du corps dans Millennium. Je vous rappelle encore cette scène assez terrible où elle se contorsionne quand elle est dans un espèce de sac
dont on retire l'air, ou encore bien sûr la manipulation de gènes, parce que je crois qu'elle est avec une clone, ou c'est sa sœur jumelle, il me semble, je sais plus exactement. Le Millennium, c'est celui que j'ai pas revu pour la critique, mais Evil Dead, on a la manipulation du corps et la mutation, carrément. Donc on est dans Alien, dans la continuité de ce qu'il, en tout cas des éléments de scénario qui l'intéressent au cinéma. À côté de cela, nous avons un film qui doit être efficace, qui doit être un film de tension, qui dure 2 heures. Il ne faut pas perdre la dynamique du récit, et en cela, je trouve qu'il réussit vraiment très bien. Le début, il est très efficace. Il est assez, pourrait-on dire, scolaire. Il y a bien besoin de ça. Le setup est super. On est sur une bonne ambiance, c'est bourré de monde, sans soleil. Il y a plein de détails, ça fourmille de vie. En fait, c'est une cité minière qui a déjà du vécu, donc ça se voit à la patine, ça se voit dans les personnages, le flux des gens, des détails aussi où à un moment on voit des gens trimballer des oiseaux dans des petites cages, donc c'est des oiseaux qu'on emmène dans les mines pour savoir s'il y a des fuites de gaz. Voilà, ça sont des détails, ils sont bienvenus, ça donne de la crédibilité au travail que font les personnages dans le film, mais ça adresse aussi évidemment des messages. Il est très facile d'avoir tout de suite des discours méta assez facilement vraiment sur la Wayland qui serait Disney, qui récupère les richesses minières de la Fox. Vous voyez des choses comme ça, on peut pas mal s'amuser à tenir un discours, à écrire un texte un peu de ce type-là, avec des petits travailleurs qui essayent de s'échapper de là. Fede Alvarez évidemment, voler des caissons de cryogénisation pour encaisser le voyage, pour encaisser aussi sa filmographie. On passe de caisson en caisson, de film en film, à capter des moments, à cryogénéiser des moments de cinéma, des sagas également, de les figer dans le temps, dans notre temps. Encore une fois, c'est des sortes de discours qui peuvent être un peu malins quand on les met avec le contexte extérieur, mais en eux-mêmes, ces séquences sont assez fonctionnelles. Elles sont là pour engager des gens qui ne se posent pas plus de questions. Encore une fois, il faut faire bien la distinction entre l'univers qui est solide et l'univers où, vous savez, on ne doit pas regarder sur le côté parce qu'on voit qu'il y a encore un peu de peinture qui n'a pas encore séché. La Wayland Yutani, eh bien, c'est une grosse entreprise qui contrôle directement ou indirectement sa population. Elle est déçue dans les idées, ça reste la grande méchante avec des déclinaisons dans le film. Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil de Satan. Le film commence lentement et ça monte en intensité. Le film va pas vraiment être un film d'action, mais il va y avoir plus de scènes d'action à la fin. C'est plus tension que action. Avec la traversée du couloir, avec les facehuggers, par exemple. C'est une scène de tension. Ce sont des scènes de tension qui fonctionnent par salle. Voilà, il y a une salle pour ça, il y a une salle pour les révélations, il y a un couloir spécifique pour une scène d'action, et voilà, on marche par zone, comme si c'était un petit niveau. Je reviens rapidement sur les facehuggers. À titre personnel, je trouve pas ça terrible. Si vous voulez vraiment un truc qui vous effraie, regardez Vermine, le film français sur les araignées. Alors ça, c'est répugnant. Alors ça, on a vraiment envie de se barrer des couloirs où il y a des araignées immenses. Et oh là 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 là. Alors là, je peux vous assurer, Vermine, c'est très 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 réussi. C'est mieux réussi que les facehuggers dans ce film. C'est étonnant, hein, mais honnêtement, et je crois que Durandal l'avait évoqué, il a raison. Je trouve que dans Vermine, les couloirs avec les araignées comme ça qui sont collées au mur, c'est écœurant et on a vraiment envie de fuir. Peut-être trop de facehugger tue le facehugger, la question elle est là, à mon sens. À ceci est allié une prise de décision des personnages qui entraîne des conséquences de plus en plus violentes et entraîne bien sûr des dynamiques de récit qui prônent l'action ou qui prônent plus de tension. Rain, donc notre héroïne, aurait pu s'en aller, mais elle choisit de récupérer le robot Andy, ce qui amène à une nouvelle scène d'action, à plus de complexité et tout ça. Voilà, ça c'est un exemple qui est un exemple très précis, mais plus ils font des choix, plus ça met à mal leur espérance de survie. Plus ça met à mal leur espoir de survie. Choisir de mettre le CD d'un androïde du bâtiment dans la tête d'Andy, ça va créer une nouvelle dynamique et les mettre à mal évidemment. Bon, classique.
En cela, peut-être que le récit manque de changement de ton. Quand on a un petit peu d'expérience, on se doute de comment va se passer la scène. Et on s'emmerde. Il n'y a pas de sortie de route, il n'y a pas de petits pas de côté narratif. C'est peut-être ça qui manque, ça. C'est trop bien huilé comme plan. Et comme le dit Samuel Jackson, s'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le garer. Mais en fait, c'est l'application du scénario. Ce qui est déjà suffisant, hein. Mais est-ce que ça peut pas aller plus loin ? Eh ben non. L'horreur prend le pas sur le discours, hein, qu'on souhaiterait avoir dans le film. Mais à la limite, je préfère peut-être un film comme ça, qui ne fait pas avancer en fait la saga, mais qui se replace par rapport au souvenir d'Alien, qui est un peu droit dans ses bottes, et droit dans le chemin, plutôt qu'un film qui va aller dans une direction qui va peut-être nous décevoir. Mieux vaut peut-être, pour remettre les compteurs à zéro, une base commune. Voilà, Disney a récupéré la Fox, ils veulent recommencer quelque chose de solide, donc ils veulent une base solide, même si elle est peut-être trop balisée. Mais ils veulent quelque chose qui puisse se placer correctement dans le récit. Et évidemment, ça c'est la grande thématique de Disney, c'est qu'elle va, la compagnie, littéralement, s'insérer dans un matériel qui est déjà existant. On fait la suite à Star Wars avec les personnages, on fait un film qui se passe entre deux films aliens de la Fox, on fait pas quelque chose à part. Non, on insère en fait nos griffes dans la peau, dans le corps déjà existant de la saga. C'est aussi des principes de scénario pour fusionner en fait l'ADN de Disney, des choix aussi éditoriaux, avec un matériel déjà existant. À aucun moment avant, on est revenu en arrière. À aucun moment. Sur les 4 aliens, on a toujours eu un film après l'autre, après l'autre, après l'autre. Là, pour la première fois, on a un retour en arrière. Et c'était le cas aussi chez Disney. Rogue One, Solo, Obi-Wan, The Acolyte. Ça fait partie d'une stratégie beaucoup plus large. C'est vraiment s'insérer dans la saga, profondément. Et puis le film aussi, il se cloisonne, il essaye de ne pas nous faire poser trop de questions. Pourquoi cette station, semble-t-il importante, n'a pas été sauvée ou récupérée par l'armée privée de Weyland ? Ça aurait été intéressant d'avoir cette dissociation Rémus-Romulus, d'un côté Romulus les aliens et de l'autre côté Rémus l'armée barricadée. Bon, ce sont des perspectives de scénario qu'on aurait pu imaginer, le fantasme, vous savez, mais revenons plutôt au film. Il y a des choses comme ça qui nous sont montrées, mais on n'en a pas plus, et ça ne fait pas réagir les personnages. La vidéo sur le rat qui revient à la vie, mais par contre, oui, c'est intéressant, mais c'est qu'après qu'il soit sorti du labo qu'on montre ce qui est arrivé au rat, alors qu'il est au beau milieu de la pièce. Vous voyez, ce sont des perspectives, faut pas trop les questionner, c'est pour le spectateur, c'est pas pour les personnages, pour qu'il y ait, encore une fois, un fossé dramatique entre ce que eux ils voient et ce que le spectateur voit. Bon, c'est un peu lourd, c'est un peu pour cloisonner le spectateur et les personnages, je ne trouve pas ça très intéressant. La question de Rémus et Romulus n'est pas très claire, parce que c'est un rapport entre deux frères, qui s'est soldé par la mort de l'un et la construction de Rome pour l'autre. Et je vois vraiment pas clairement ce qu'il y a dans le film de Rémus et Romulus. Il y a des connexions entre les personnages, oui, certainement, mais de là à créer en fait un conflit en rapport avec la mythologie, je suis désolé, et si c'est vis-à-vis de la station, on voit jamais la section Rémus. Ça aurait été trop bien que ça soit une autre section qui aurait été attaquée par les créatures qui sont issues du camp de la section Romulus, comme le camp de Romulus a tué le camp de Rémus pour déterminer qui allait construire Rome. Voilà, c'est le principe en fait. Et là, Rémus et Romulus, c'est un peu nébuleux. On pourrait l'attaquer d'une autre façon avec Rémus, Romulus, qui sont des êtres hybrides entre une Vestale et le dieu Mars. Mais là aussi, c'est pas très clair, parce que c'est lié à la figure de la Louve. C'est pas très clair, Oui, alors il y a la possibilité de civilisation à la fin, le monde que Reign cherche à atteindre, et l'espèce de grosse créature là, de grosses créatures à la fin. Rome est une cité aussi, alors ça on peut le voir par rapport à l'Android, c'est que Rome est une cité vers laquelle les esclaves venaient pour être libres. Et il est clair que dans le rapport qu'entretient Andy avec Reign et aussi son devenir quand elle ira à cet endroit, oui, on peut considérer aussi la planète vers laquelle se dirige Reign comme étant potentiellement Rome pour Andy. Mais bon, tout ça, c'est pas très clair. En fait, il y a des pistes encore qui sont à explorer.
Au-delà de ça, nous avons les grands classiques, la charge sexuelle du vaisseau même, avec les entrées, les sorties de vaisseau, de portes, des tunnels à emprunter, la ceinture de chasteté qui entoure le cœur du vaisseau, les véhicules accrochés les uns sur les autres. On va même jusqu'à aller un peu plus loin que ça avec la métaphore du tube digestif, avec ce tunnel et l'acide qui va dissoudre absolument n'importe quoi qui se met dans son chemin. Ça, c'est très amusant, mais ça reste un peu anecdotique. Et nous avons après les perspectives de fin qui sont des perspectives dans la grande tradition d'Alien, c'est-à-dire une dilution des conflits. Les conflits ne se résolvent pas tous au même endroit, tous en même temps, en un seul point. Non, il y a des choses comme ça qui sont gangrénées et qui vont donner une espèce de petite excroissance, comme c'est le cas dans Alien, dans Aliens, dans Alien 3, dans Alien 4. À chaque fois, nous avons un petit surplus, mais je ne considère pas qu'il s'agit d'un quatrième acte. Il s'agit plus d'une non-résolution de conflit immédiat du troisième acte. On applique des formules qui ont après le potentiel d'être déclinées au scénario, mais après aussi sur le personnage. Elle termine en hyper-sommeil, on la reverra quand elle se réveillera. On prend des jeunes réutilisables qui ne sont pas encore trop éreintés par le système hollywoodien, qui viennent à peine de commencer leur carrière, pour après pouvoir les décliner dans 2-3 films aliens supplémentaires. Bon, tout ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu les principes de quand on fait des franchises, on les commence jeunes et on les essore bien comme il faut. Qu'en est-il aussi de la substance mutagène à la fin du film? Étonnamment, elle sera peut-être au prochain numéro pour de nouveaux monstres. Encore cette idée de Scott qui survit. Alors moi, c'est une idée que je trouve très bien. C'est comment cette huile a créé tout un engrenage génétique sur les créatures qu'elle a touchées. C'était une espèce de liquide qui a été fait à partir, semble-t-il, si j'ai bien compris, du premier alien qu'on découvre dans le film. Bon, ça nous évoque, oui, la vie éternelle, créer l'homme parfait, tout ça. Bon, ça, ce sont des principes. On voit bien qu'avec la vidéo de la souris, c'est pas le cas. Mais c'est de l'ingénierie du vivant. Et ça, je trouve particulièrement intéressant. C'était quelque chose que Scott avait déjà mis en avant avec Prometheus et Covenant, mais c'est vrai qu'on préfère le mysticisme d'Avatar que l'ingénierie du vivant de Prometheus. Mais bon, ça, on ne changera pas les gens. Que les gens ne viennent pas dire après « Oui, mais on n'est pas croyant, mais tout ça », alors qu'ils croient quand même dans le chamanisme. Alors que là, Scott est clairement dans quelque chose de beaucoup plus pratique et méthodique, mathématique. Et cette envie de créer l'organisme parfait amène à la dernière scène où nous avons un dernier monstre, une séquence digne de Dead Space avec le monstre là. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle saloperie? Et c'est vrai que c'est rafraîchissant d'avoir la petite chose qu'on n'attendait pas, mais c'est grâce d'ailleurs au potentiel du liquide proposé par Scott que nous avons ce type de monstre. Pas à cause de l'alien, mais grâce à ce liquide. Comme je vous le disais, Disney veut attirer les jeunes, donc on propose un casting jeune, en opposition avec les autres films, où ce sont des gens plus âgés. On fait un film pour les jeunes qui n'ont pas vu les premiers. Ça a été le cas pour le casting, des acteurs n'avaient même pas vu les premiers aliens. Je pense pas qu'ils aient été pris. C'est un film de jeunes, comme pour les autres films d'Alvarez aussi, ça ne change pas. Ça reste une génération un peu dos au mur, une génération sacrifiée, comme ce que j'avais entendu dans plusieurs podcasts. Ce sont ces enfants dans les profondeurs qui cherchent à sortir de terre, des jeunes qui appartiennent à une petite colonie ouvrière, des ouvriers qui ont des problèmes. On a des prolos un peu mélos. Oh là là, je suis enceinte. Oh, j'ai un robot un peu pété. Oh, je viens de me faire niquer par la compagnie. Comme je vous disais, c'est le manuel scolaire du scénario qui est appliqué dans les 15 premières minutes. Si on n'est pas trop regardant, comme je l'ai été, le bon public que je suis, ça passe très très bien. On n'est pas trop court-circuité par la mécanique du scénario. C'est un film tourné vers ses personnages. Même si nous savons que dans la saga Alien, les humains n'ont plus beaucoup d'importance. Est-ce qu'ils ont seulement eu à un moment de l'importance? Je pense que c'est peut-être le Alien 3 où les humains ont le plus d'importance. Mais ça grille tout de suite des cartouches. Je veux dire, quand la personne dit « je suis enceinte », on sait direct que c'est terminé pour elle.
Donc c'est aussi la saga qui porte les personnages vers des destins que nous connaissons comme terminés, fatidiques. Même si il essayait de créer une dynamique avec ces jeunes acteurs, de tourner chronologiquement, ce qui est intéressant quelque part. Quand il y a quelqu'un qui disparaît ou qui meurt, les autres doivent vivre avec. Nous pouvons suivre une meilleure continuité dans l'émotion quand on joue un personnage. Donc ça, c'est une bonne démarche. Mais au final, à part Rain et Andy, les autres, on s'en fout. On s'en fout. Mais vraiment. Ils peuvent crever, on n'en a rien à battre. Et c'est très compliqué, même la femme enceinte. Ah, on est là, ok, bon. Et c'est le même problème pour beaucoup de films. Même le premier Alien. Excusez-moi, à la limite, Yaphet Kotto, tout le reste, on s'en balance. Hein. Il y a Ash, Ripley et Parker. Je trouve que même Dallas, c'est très légèrement survolé. Kane, il sert à rien. Brett, il sert à rien. Et Lambert sert à rien. Je veux dire, ils sont là pour animer des scènes et lancer des scénarios, mais ils sont fonctionnels. Il n'y a vraiment rien d'autre. Donc là, on a à peu près aussi le même niveau avec Rain, Carradine, dont on présente un peu le passé. Les autres, on ne sait rien, et à la limite, on s'en fout. Et Andy, c'est une bonne surprise. David Johnson qui joue Andy, le synthétique. C'est un héritage familial qui protège des intérêts, mais on ne sait pas de qui exactement, en fonction des directives dans sa tête, et elle change à un moment dans le film. Il y a une place qui est faite, un nouveau programme qui se met sur l'ancien, et bien sûr, le film fantasme un conflit entre les différents programmes, évidemment, alors qu'on sait très bien que ça n'existe pas. Après, bon, la question du robot joué par un noir... Ouais. Bon, esclavage, être libre, les railleries, maltraitance. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Je veux dire, il fait sa victime, ok, très bien, mais dans une série de films qui n'ont absolument rien à foutre de la condition noire et tout ça, où les noirs sont traités autant que les autres, voire même des fois ont plus de classe et plus de puissance en fait que les autres, que ça soit le personnage dans Alien 3 ou, Parker, moi je le trouve très vaillant, intelligent, Parker dans le premier Alien, ou ce Black avec les 2 flingues là dans Alien 4, ce sont des personnages forts et qui ne sont pas mis en avant comme étant esclaves, comme étant... Ce sont des paraboles qui n'ont rien à foutre là en fait. Alors ce serait peut-être la nouvelle chose du film. Oh là là, on va vous parler de la condition noire. Sauf qu'aucun des autres films avait fait l'état avant. Donc c'est peut-être pas intéressant en fait d'arriver en 5e film un petit peu trop tard. Alors oui, très bien, une petite originalité, mais finalement originale qui ne l'est pas vraiment. À une heure où nous souhaitons avoir justement un alignement des rôles et une non-distinction des noirs et des blancs dans le cinéma, vis-à-vis des rôles, vis-à-vis des valeurs aussi. Là, je trouve que c'est encore quelque chose de régressif. Enfin, c'est un propos qui a 20 ans de retard, je dirais. C'est un propos au niveau de Amistad. Voilà. Je prends cet exemple comme ça, ou alors un propos qui a 10 ans de retard, 12 Years a Slave. Mais franchement, juste, ça n'a rien à foutre là. Ça n'a rien à foutre là. Pas dans cette saga, qui ne s'intéresse pas de cette question. Vis-à-vis de l'Alien, on est aussi sur des problèmes de vision et de mythologie, parce qu'on a tellement vu la figure du xénomorphe qu'aujourd'hui, cette figure ne va pas effrayer. Alors on essaye de revenir aux frissons du 1 et du 2. C'est le minimum à faire. Il y arrive, mais c'est quand même assez pénible. Il est bien représenté, là n'est pas la question, mais le film dépend de la créature ? Pas vraiment. Il doit rester mystérieux, il l'est. Mais bon, il faut aussi accepter la rapidité avec laquelle ces engeances parviennent à maturité. C'est une affaire de quelques minutes. Le dernier monstre, c'est encore moins. C'est une affaire de quelques secondes, ce qui est absurde. La métaphore sexuelle est encore là. Les érections du corps, les érections de doigts, les nervures filmées. C'est des trucs écœurants. L'alien est très bien filmé, comme une star, mais la peur du xénomorphe, au final, n'est pas trop importante. Le facehugger est bien plus mis en avant, avec la scène où il essaye de mettre
le tube dans la bouche de l'autre. Dans la bouche, j'ai dit. Voilà, mais c'est quelque chose qui est déjà présent dans Aliens, hein, je n'oubliais pas. Il y a cette scène où il y a Ripley qui se fait choper par un facehugger. Le facehugger, il essaye de mettre le truc dans la bouche, quoi. C'est encore des réminiscences, c'est un truc qui fonctionne plus. La créature a du mal à fonctionner. Dans l'aspect horrifique, la créature de fin, elle, on dirait déjà un putain d'ingénieur. C'est vrai que c'est très étrange de voir tout d'un coup une espèce d'ingénieur. On se demande qu'est-ce qui a amené à créer dans la génétique un corps semblable à celui de l'ingénieur. Dans la tête, j'entends surtout. Mais après, nous savons très bien que l'ADN varie entre chaque être humain. Donc les résultats seront différents forcément. On n'est pas sur quelque chose qui assémine, naturellement toujours la même chose dans le cœur d'un humain. Par exemple dans Alien. Les aliens seront très similaires parce que les humains sont très similaires et la méthode d'administration est toujours la même, un facehugger. Là, avec l'huile noire, c'est une substance qui varie, qui provoque d'énormes variations, quelle que soit la créature. Mais ça reste une créature impressionnante, elle a une bonne scène, même si on est déjà un peu... je suis peut-être trop... vacciné, hein, mais je trouve qu'on attendait plus les choses passer. On se posait plus la question, comment va-t-elle s'échapper de ce monstre-là, plutôt que se focaliser sur l'effroyable vision d'horreur qu'est le monstre. Je trouve que c'est un peu tapé à côté. Trop d'action tue l'attention. Dernier petit point sur les personnages, Ian Holm, en synthèse dégueulasse, je ne pense pas que c'était nécessaire. Je pense même que ce n'est pas parce que c'est un robot que ça va passer et qu'on va accepter un traitement par ordinateur pareil. Ils auraient presque mieux fait de faire des prothèses pour un masque. Et il aurait pu être enlevé uniquement pour garder au scénario le programme du vaisseau, qui a été réactivé par la réactivation de certaines portions du vaisseau. Ils auraient pu faire ça. Mais là, c'est du fanservice qui ne sert à rien et qui est mal fait. Le film serait beaucoup plus un film de mise en scène que de scénario. C'est un film qui fonctionne sur de lourds effets, notamment sonores. Dès le début du film, nous avons l'introduction de la Fox, et tout d'un coup, on a la même disruption musicale que dans Alien 3. Et je me suis dit, ok, le film il commence par du fanservice, parce que tout le monde aimait, ah ouais, oh l'introduction de la Fox de Alien 3, c'est trop bien et tout ça. Oui, c'est vrai que c'est sympa. Mais ça commençait déjà mal en faisant ça de base. Je n'étais pas du tout convaincu de l'effet que ça allait provoquer, et je ne suis pas du tout convaincu de commencer le film par un fanservice pareil. La suite, c'est une séquence où il n'y a aucun dialogue, c'est très réussi. Premier plan, silence, et un vaisseau arrive et récupère une roche, avec un alien fossilisé. C'est un peu le projet du film en fait. On va creuser et déterrer les peurs d'antan. On est dans le vaisseau, on va recréer le début de vaisseau. Voilà, comme dans le premier Alien, avec les trucs qui s'animent, avec le son et les lumières qui s'activent et tout ça. Ça s'active tout seul, voilà, avec le tableau de bord et tout qui s'anime, c'est très amusant. C'est monté un peu plus rapidement, mais c'est très amusant. Donc on réactive des choses du passé. Mais bon, il y a la tendance, la mode du practical en marketing, mais on sait très bien ce que c'est. Il filme un truc en vrai, et après il retouche tellement qu'il n'y a presque plus rien de vrai dans le plan. On repêche les artistes des anciens films pour faire le nouveau, le syndrome Star Wars 7. Mais après, qu'est-ce qu'on voit au final ? Ce sont des maquettes qui sont scannées, ce ne sont plus les maquettes qui sont réellement filmées. Alors oui, il y a des scènes en effet où on voit les maquettes, voilà, les gros vaisseaux de maquettes filmés, avec des projections LED derrière, donc qui projettent du décor espace ou planète dans lequel le vaisseau en maquette vole. Ça c'est bien, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout. On a des maquettes scannées. C'est comme, vous savez, la ville dans Blade Runner 2049, 2048, enfin bon bref, le dernier Blade Runner, où nous avons la ville qui était en fait une maquette. Alors là c'est très bien, sauf qu'en post-prod, ils mettent tellement de filtres à la con que ça a l'air d'être du numérique. Ça a l'air d'être une cité qui a été calculée par ordinateur, alors que c'est pas le cas.
Donc là, on est aussi un petit peu sur des cas de figure similaires, avec regardez le practical et tout ça, sauf que quand on a le plan final, on a l'impression que les facehuggers, ils se déplacent pas à roulette, quoi. Tout a été refait. Qu'est-ce qui est du facehugger qui est entier, qui est réel? La question, elle est là. Alors ils ont fait tout ce qu'il fallait pour rendre une bonne ambiance, un décor très industriel avec une esthétique vieillotte, ils avaient un très bon chef déco, Naman Marshall, qui a été le directeur artistique pour Apocalypto, Lone Ranger, Nightcall, Westworld, c'est plutôt du lourd, et il a fait les décos de Underwater, qui avait de beaux décors, le film n'était pas terrible, mais les décors étaient là, voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, le film est très bien rendu dans ses décors, dans sa lumière, ça aide les acteurs, c'est immersif pour eux. L'enjeu de lumière, il est aussi comme dans Don't Breathe, c'est un travail d'ambiance, c'est très beau, c'est ce qui est, je pense, un peu propre à Alvarez. Il y a plein d'idées de couleurs, comme dans Don't Breathe, avec le bleu au sol, le rouge dans la salle des facehuggers, le blanc avec les phares du vaisseau extérieur, comme ça qui passent pour éclairer, pour éclairer les couloirs qui sont filmés. C'est très très beau. Ça permet de redonner un peu une sensation de labyrinthe dans le vaisseau, avec des portions, je pense, du décor qui sont réutilisées, mais réagencées avec des parties déplacées, des caisses en plus, et on a l'impression qu'on est dans un nouveau couloir, alors que c'est le précédent, mais qu'ils ont retravaillé, ça c'est bien aussi. Franchement, pour 80 millions de dollars, la production, en tant qu'objet de production, est bien tenue. Il y a beaucoup de choses construites, il y a des animatroniques pour les aliens, il y a quelques moments où il y a beaucoup plus d'effets spéciaux, moi je pense à tout ce qui est avec l'élévateur, la continuité du travail sur le corps également. Oui, il y a quelques effets, c'est le H robot dégueulasse, quoi. Encore un acteur malmené, qui est relevé d'entre les morts et figé dans le temps. Alors, ils n'ont toujours pas fait un truc vraiment très convaincant jusqu'à présent, et je parle de mort. Pour les vivants rajeunis, on a Shang Yang, encore une fois du Blade Runner, qui est très 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 réussi. C'est probablement la chose la plus réussie que j'ai pu voir jusqu'à présent. La musique, elle est claire que par rapport aux 4 précédents, et je parle même pas de Prometheus et Covenant, qui avaient de très bonnes BO, c'était de l'excellent travail. Benjamin Wallfisch, eh bien oui, il y a des motifs et des éléments de Aliens, Prometheus, mais autrement c'est conventionnel, c'est travaillé aux séquences, ça a du mal à exister autrement, la musique est trop présente pour créer du suspense aussi, elle contribue à faire de Alien Romulus un film pimpon, où tout est lourd, sur le moment ça marche, mais quand on écoute la musique à part, et quand on prend un peu de recul sur le film, ça n'a aucun intérêt. La musique n'a aucun intérêt à exister. Et à exister aussi autrement. Au final, c'est un fan-film, un film pour les fans, histoire de remettre un peu les compteurs à plat. Pas à zéro, mais à plat, pour recommencer quelque chose de plus propre. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. Alvarez reste un bon faiseur, donc le film va plutôt droit, mais est-ce qu'on voit de lui dans le film? Non. C'est une bonne révision de classique, mais a-t-il eu vraiment les mains libres? Je ne pense pas. Et malheureusement, le film, il ne fera pas date. Il ne fera pas date. Je lui mets un 13,5 sur 20. Mais je souhaite qu'il cartonne, parce que il donnera une bonne direction de là où ça peut aller, de là où peut-être d'autres cinéastes vont pouvoir exprimer davantage ce qu'ils ont envie avec cette saga. Qui plus est, on ramène des choses de Covenant avec ce liquide. Et ce liquide, ça peut être un peu le Joker pour proposer des choses très intéressantes et faire, s'extirper la saga Alien de convention pour être autre chose. Il serait temps peut-être depuis 1979. Voilà mon avis sur le Alien Romulus, un peu décousu, je m'en excuse, ça n'a pas encore très maturé le film, vous savez, c'est toujours compliqué d'extirper des choses du film à sa sortie, mais je ne me décourage pas, je pense qu'il y aura un travail à faire sur le rapport du film avec, comme objet de production, vis-à-vis de Disney, tout ça, de tout le discours, vis-à-vis aussi, je pense que ça peut être un film qui peut avoir un très beau texte analytique sur l'assimilation, vis-à-vis des mutations, l'assimilation de la saga dans ce film-là. C'est pas simplement « j'ai la ref », non, ça c'est vraiment la personne qui veut pas faire d'effort.
Eh bien, j'espère que vous aurez fait des efforts dans ce cas-là pour avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous remercie pour votre retour. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de la critique, mais aussi ce que vous avez pensé évidemment du film. Quant à moi, eh bien, je pars vers d'autres horizons. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!